Je vends. Objet qui pourrait me causer d'éventuellement désagréments. Si jamais le mystère s'avisait de... Personne n'est encore venu fouiller chez moi. Le nom de Malfoy continue d'imposer un certain respect. Mais le mystère se montre de plus en plus inquisiteur. À quoi bon déshonorer la fonction de sorcier si on ne vous paie même pas bien pour ça? Fêtez Monsieur Malfoy. Ma parole, ce n'est quand même pas Harry Potter. À partir de la rentrée de septembre, c'est moi qui assurerai les cours de défense contre les forces du mal à l'école de sorcellerie de Poudlard. Chapitre 5. Le Solcogneur. La fin des vacances d'été arriva trop vite au goût de Harry. Bien sûr, il avait hâte de retourner à Poudlard, mais le mois qu'il avait passé au terrier était le moment le plus heureux de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine jalousie à l'égard de Ron, en pensant à l'existence que lui avaient fait mener les Dursley et au genre d'accueil qu'il recevrait en guise de bienvenue la prochaine fois qu'il se montrerait à Private Drive. La veille de la rentrée, Madame Weasley fit apparaître par magie un somptueux dîner qui comportait les plats préférés de Harry ainsi que délicieux gâteaux à la mélasse. Pour terminer la soirée en beauté, Fred et George furent explosés des pétards de Dr. Fizzibus en un véritable feu d'artifice, remplissant la cuisine d'étoiles rouges et bleues qui rebondirent sur la mur et au plafond pendant une bonne demi-heure. Ils burent ensuite une dernière tasse de chocolat avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, ils mirent longtemps à se préparer. Ils s'étaient tous levés au chant du coq, mais ils avaient encore beaucoup à faire. Madame Weasley surgit de très mauvaise humeur, cherchant des chaussettes et des plumes. Tout le monde se connaît dans l'escalier à moitié habillé, un morceau de toast à la main. Monsieur Weasley faillit même se rompre le cou en trébuchant contre un poulet alors qu'il traversait la cour pour mettre la valise de Ginny dans la voiture. Harry ne voyait pas comment 8 personnes, 6 grosses valises, 2 hiboux et un rat allaient bien pouvoir tenir dans une petite Ford Anglia. Mais c'était compté sans les aménagements très particuliers que Monsieur Weasley lui avait apportés. Pas un mot à Molly, surtout, chuchota-t-il à l'oreille de Harry en ouvrant le coffre que quelques tours de magie lui avaient permis d'agrandir suffisamment pour y ranger toutes les valises. Madame Weasley et Ginny prirent place sur le siège avant qui avait la taille d'un banc public, tandis que les banquettes arrière offraient suffisamment d'espace à Harry, Ron, Fred, George et Percy pour y s'y asseoir confortablement. Finalement, les moldus sont beaucoup plus astucieux qu'on ne le pense, vous ne trouvez pas? Remarqua Madame Weasley. Quand on voit cette voiture de l'extérieur, on dirait jamais qu'il y a autant de place à l'intérieur. Monsieur Weasley mit le moteur en marche et la voiture traversa la cour en cahotant. Harry se retourna pour regarder une dernière fois la maison. À peine avait-il eu le temps de se demander quand la reverrait qu'il était déjà de retour. George avait oublié sa boîte de pétards du docteur Phoebus. 5 minutes plus tard, il s'arrêta à nouveau au milieu de la cour dans un crissement de pneus et Fred se précipita dans la maison pour y chercher son balai volant. Ils avaient presque atteint l'autoroute lorsque Ginny poussa un hurlement perçant en annonçant qu'elle avait oublié ce journal intime. Quand elle remonta dans la voiture, ils étaient déjà en retard et l'énervement était à son comble. Monsieur Weasley, après avoir jeté un coup d'œil à sa montre, se tourna vers sa femme. Molly, ma chérie, je crois que nous irons plus vite ici. Non, Arthur, répliqua Madame Weasley. Personne ne nous verra. Le petit bouton que tu vois là commande un réacteur d'invisibilité que j'ai installé. Nous pourrions décoller instantanément, voler au-dessus des nuages, et en 10 minutes nous serons arrivés sans que personne s'aperçoive. Arthur, j'ai dit non, pas en plein jour. Ils arrivèrent devant King Cross à 11 heures moins quart. Alors, Monsieur Weasley se précipita pour aller chercher des chariots à bagages, et ils s'engouffrèrent à grands pas dans la gare. Harry avait déjà pris le Poudlard Express l'année précédente. La difficulté consistait à trouver la voie 9 3/4 qui n'était pas visible aux yeux des moldus. Pour y accéder, il fallait traverser la barrière, ce qui se dressait entre les voies 9 et 10. C'était indolore, mais on devait faire attention que les moldus ne remarquent rien. Percy, vas-y le premier, dit Madame Weasley le front soucieux, en voyant que les grosses pendules de la gare qu'il ne leur restait plus que 5 minutes pour franchir la barrière comme si de rien n'était. Percy s'avança d'un pas décidé et disparut. Monsieur Weasley, Fred et George le suivirent. J'y vais avec Ginny. Et vous deux, vous passez tout de suite après, dit Madame Weasley à Harry et à Ron. Elle attrapa Ginny par la main et fonça vers la barrière. En un clin d'œil, tous deux avaient également disparu. Viens, on y va ensemble. Il nous reste à peine une minute, dit Ron à Harry.
Harry s'assura que la cage à vide était solidement calée sur sa valise et fit tourner le chariot face à la barrière. Il était parfaitement sûr de lui. C'était beaucoup moins difficile que de prendre la poudre de cheminette. Penchés sur leur chariot, Ron et lui s'avancèrent côte à côte vers la barrière en marchant de plus en plus vite. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 1 mètre, ils se mirent à courir et zvlang! Les deux chariots heurtèrent la barrière de plein fouet et le choc les fit rebondir en arrière. La valise de Ron tomba avec un grand bruit. Harry fit un vol plané et la cage à huile roula sur le sol dans un grand vacarme de hurlements indignés. Tous les regards se tournèrent vers eux et un vigile se frissa en hurlant. « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?»« J'ai perdu le contrôle de mon chariot, répondit Harry, se releva péniblement en frottant ses côtes endolories. Ron courut ramasser la cagette vide qui poussait des tels hurlements que certains voyageurs commençaient à marmonner des commentaires sur les mauvais traitements infligés aux animaux. « Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à traverser ?» chuta Harry à l'oreille de Ron. « J'en sais rien. » Ron lança des regards inquiets autour de lui. Une douzaine de personnes continuaient de les observer. « On va rater le train, murmura Ron. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le passage est resté fermé. » L'estomac contracté, Harry leva les yeux vers l'horloge géante. Plus que 10 secondes. 9 secondes. Avec précaution, il amena son chariot jusqu'à la barrière, puis il poussa de toutes ses forces. Le métal restait infranchissable. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Ça y est, le train est parti, dit Ron consterné. Et si jamais mes parents ne peuvent pas repasser dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? Tu as de l'argent moldu? Harry eut un rire amer. Ça fait à peu près 6 ans que les Dursley ne m'ont pas donné d'argent de poche, dit-il. Ron colla l'oreille contre le métal glacé de la barrière. Je n'entends rien du tout, dit-il d'une voix tendue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me demande combien de temps il faudra à mes parents pour venir nous retrouver. Il regarda autour d'eux. Des badauds continuaient de les observer, attirés par les cris stridents d'Edwige. Il vaut mieux qu'on aille les attendre près de la voiture, dit Harry. On se fait un peu trop remarquer ici. Harry, s'exclama Ron, le regard soudain brillant. La voiture? Quoi, la voiture? On peut la faire voler jusqu'à Poudlard. Mais je croyais que... On est coincés, non? Il faut bien qu'on trouve le moyen d'aller à l'école. Oh, même les sorciers de premier cycle ont le droit de faire usage de la magie en cas d'urgence. Chapitre 19, je crois, du décret sur la restriction de... Harry sentit brusquement la panique faire place à l'excitation. Tu saurais la faire voler? Aucun problème, assura Ron en tournant son chariot vers la sortie. Allons-y, si on se dépêche, on pourra rattraper le train et le suivre jusqu'à Poudlard. Et ils s'élancèrent à travers le hall en fendant la foule des moldus intrigués. Lorsqu'il eut rejoint l'Anglia, Ron ouvrit le corps gigantesque en tapotant la carrosserie avec sa baguette magique. Ils y rangèrent leurs valises, posèrent la cagette vide sur la banquette arrière et s'installèrent à l'avant. Vérifie que personne ne nous regarde, dit Ron en faisant démarrer le moteur d'un autre coup de sa baguette magique. Il y avait de la circulation sur l'avenue, un peu plus loin, mais la rue dans laquelle se trouvait la voiture était déserte. Tu peux y aller, dit Harry. Ron appuya sur un petit bouton argenté aménagé dans le tableau de bord. Aussitôt la voiture disparut. Et eux aussi. Harry sentait le siège vibrer sous lui. Il entendait le moteur, sentait ses mains sur ses genoux, ses lunettes sur son nez, mais tout ce qu'il voyait, c'était la rue sinistre qui s'éloignait au-dessus d'eux, tandis que la voiture invisible s'élevait dans les airs. « Allons-y plein gaz !» dit Ron. Les immeubles alentours sortirent de leur champ de vision. Bientôt ils virent toute la ville de Londres s'étaler sous leurs yeux, baignée de brume et de lumière. Il eut alors un petit bruit et la voiture réapparut en même temps que Ron et Harry. « Oh oh !» dit Ron en s'appuyant sur la commande du recteur d'invité. « On dirait qu'il a dératé !» Ils se mirent à deux pour marteler le bouton. La voiture disparut, puis réapparut comme s'il y avait un faux contact. « Tais-toi bien !» cria Ron. Et il écrasa l'accélérateur. La voiture fonça droit dans les nuages bas qui s'étiraient sur la ville et ils plongèrent dans un brouillard grisâtre. « Et maintenant, dit Harry en regardant la masse compacte des nuages qui les enveloppaient. Il faut qu'on repère le train pour savoir dans quelle direction aller. Redescends un peu. » Ils repassèrent sous la couche des nuages et se tordirent le cou pour observer le sol. « Ça y est, je le vois !» s'exclama Harry. « Juste devant nous, là-bas !» Le Poudlard Express filait au loin comme un serpent écarlate. « Plein nord !» dit Ron en jetant un coup d'œil à la boussole du tableau de bord. « Il suffirait de vérifier toutes les demi-heures qu'on est dans la bonne direction. » Et la voiture remonta en flèche, traversant la couche des nuages pour voler en plein soleil. « Faut faire attention aux avions maintenant !» dit Ron.
Ils échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Pendant un long moment, il leur fut impossible de retrouver leur sérieux. C'était comme s'ils avaient plongé dans un rêve fabuleux. On pouvait imaginer une meilleure façon de voyager, songea Harry, et voir défiler des tourbillons de nuages aux formes extraordinaires, en restant bien au chaud dans la voiture, sous un soleil éclatant, avec des caramels plein la boîte à gants, et la joie de pouvoir contempler dans quelques heures l'expression envieuse de Fred et de George lorsqu'ils feraient un atterrissage spectaculaire sur la vaste pelouse de Poudlard. Régulièrement, ils descendaient sous la couche de nuages pour vérifier que le train était toujours en vue. Londres était loin à présent, et le paysage changeait sous leurs yeux. La verdure des prés avait laissé place à des landes aux couleurs pourpres. On apercevait tour à tour des villages avec de minuscules églises et des villes plus grandes sillonnées de voitures qui ressemblaient à des insectes multicolores. 7 heures plus tard, cependant, Harry dut s'avouer que le temps lui paraissait long. Les caramels leur avaient donné soif et ils n'avaient rien à boire. Ron et lui avaient enlevé leur pull au vert et le t-shirt de Harry collé au dossier de son siège et ses lunettes glissaient sans cesse au bout de son nez couvert de sueur. La forme des nuages lui était devenue indifférente et il songeait avec envie au jus de citrouille bien frais qu'une sorcière poussant un chariot servait à des kilomètres au-dessous d'eux, dans le Poudlard Express. Pourquoi donc n'avait-il pas pu accéder à la voie d'un 3/4 ? Ça ne doit plus être très loin maintenant, dit Ron d'une voix entourée tandis que le soleil descendait sur la couche des nuages en les baignant d'une lueur rose. On va jeter un coup d'œil au train. Prêt ? L'express était toujours là, serpentant entre des montagnes au sommet enneigé. Il faisait beaucoup plus sombre sous les nuages. Ron enfonçait l'accélérateur et reprit l'altitude, mais le moteur commença à peiner en émettant une sorte de plainte. Harry et Ron échangèrent un regard inquiet. La voiture doit être un peu fatiguée, dit Ron. Elle n'a jamais parcouru une aussi longue distance. Tous deux firent semblant de ne pas remarquer que la plainte du moteur devenait de plus en plus intense, tandis que le ciel s'assombrissait. Des étoiles commençaient à éclore dans l'obscurité. Harry remit son pullover, essayant de ne pas prêter attention aux essuie-glaces qui oscillaient faiblement, comme pour exprimer leur protestation. On approche, dit Ron, qui parlait plus à la voiture qu'à Harry. Il n'y en a plus pour longtemps. Tapota le tableau de bord d'un geste un peu nerveux. Lorsqu'il redescendit sous les nuages, il scrutait à l'obscurité pour essayer de repérer sur le sol un nombre familier. Là s'écria soudain Harry en faisant sursauter Ron et Hermione. Tout droit. Se découpant dans la pénombre de l'horizon, les nombreuses tours du château de Poudlard se dressaient au sommet de la falaise qui dominait le lac. La voiture cependant s'était mise à vibrer de toutes parts et perdait de la vitesse. Allons, on arrive, dit Ron d'un ton cajolant, donnant au volant une petite secousse. Le moteur grogna de petits jets de vapeur sortirent de sous le capot. Machinalement, Harry se cramponna au bord de son siège. La voiture descendait vers le lac. Soudain, elle oscillait dangereusement. Par la vitre, Harry voyait la surface noire, lisse et luisante du lac qui s'étendait à quelques centaines de mètres sous eux. Ron avait les mains crispées sur le volant. À nouveau, la voiture oscilla. « Du calme !» murmura Ron. Ils étaient au-dessus du lac et le château se dressait droit devant eux. Ron écrasa l'accélérateur. Il y eut un grand bruit de ferraille. Le moteur se mit à tousser, puis il s'arrêta complètement. « Oh oh !» dit Ron dans le terrible silence qui régnait à présent. La voiture piqua du nez. Ils tombèrent de plus en plus vite, enfonçant droit sur la muraille du château. « Non !» hurla Ron en tournant désespérément le volant. La voiture décrivit une grande courbe, évita le mur d'extrême justesse et poursuivit son vol au-dessus des serres, du potager, puis de la pelouse, en perdant de plus en plus d'altitude. Ron lâcha le volant et sortit sa baguette magique de sa poche. « Stop ! Stop !» hurla-t-il. Il y donna de grands coups de baguette sur le tableau de bord et le pare-brise, mais la voiture poursuivit sa descente inexorable. Le sol se rapprocha. « Attention à l'arbre !» s'écria Harry qui plongeait sur le volant. Mais trop tard. Boing ! Dans le vacarme assourdissant de la tôle s'écrasant contre l'énorme tronc, la voiture percuta l'arbre de plein fouet et tomba lourdement sur le sol dans un panache de vapeur qui s'élevait du capot en accordéon. Edwige poussa des cris de terreur. Une bosse de la taille d'une balle de golf apparut sur le front de Harry, à l'endroit où ils avaient heurté le pare-brise, et Ron laissa échapper une plainte déchirante. « Ça va ?» demanda précisément Harry. « Ma baguette !» répondit Ron d'une voix tremblante. « Regarde ma baguette magique !» Elle était presque cassée en deux. Son extrémité pendait lamentablement, à peine retenue par quelques fibres de bois. Harry ouvrit la bouche pour dire que quelqu'un pourrait sûrement la réparer à l'école, mais il n'eut pas le temps de prononcer le moindre mot.
Au même moment, quelque chose frappa le flanc de la voiture avec la force d'un taureau en pleine charge et projeta Harry contre Ron. Il eut presque aussitôt un autre coup sur le toit. Qu'est-ce qui se passe? Ron eut un hoquet de terreur, le regard fixé devant lui. Harry vit juste atteindre une branche de l'épaisseur d'un gros piton s'abattre sur le pare-brise. Et les arbres contre lesquels il s'était écrasé étaient en train de les attaquer. Son tronc s'était penché et en avant, les branches noueuses martelaient férocement la voiture. Ah! S'écria Ron alors qu'une grosse branche enfonçait violemment la portière. Des rameaux déchaînés faisaient trembler le pare-brise sous leur cou et une énorme branche tambourinait sur le toit qui commençait à se creuser dangereusement. Sauf qui peut, hurla Ron en pesant de tout son poids contre la portière. Mais un vigoureux uppercut d'une autre branche le projeta contre Harry. On est fichu, marmonna-t-il tandis que le toit s'enfonçait de plus en plus. À ce moment, le plancher de la voiture se mit à vibrer, le moteur s'était remis en marche. Marche arrière! S'écria Harry. La voiture recula aussitôt, mais l'arme ne se calma pas pour autant. Il l'entendit craquer comme s'il essayait de se déraciner pour les poursuivre, en continuant de donner des coups de branche dans tous sens. Mais la voiture était à présent hors de portée. Il était moins une, dit Ron de ton haletant. Bravo la voiture! L'Anguilla a cependant été à bout de force. Les portes s'ouvrirent dans un grincement de ferraille et Harry fut basculé vers l'extérieur, atterrissant à plat ventre dans les bras en croix sur le sol humide. Avec un bruit sourd, la voiture jeta leurs bagages du coffre arrière, la cagette vide fut projetée et au dehors et tomba par terre en s'ouvrant sous le choc. La chouette s'envola dans un grand cri de colère et fila à tire-d'aile en direction du château, sans un regard en arrière. Lacérée, cabossée, fumante, la voiture s'éloigna en cahotant dans les ténèbres, ses feux arrière rougeoyantes de fureur. « Reviens !» cria Ron. « Papa va me tuer si tu t'en vas !» Il eut couru après, et en brandissant sa baguette cassée, mais la voiture disparut dans une dernière pétarade dans son pot d'échappement. « Tu parles d'un coup de chance !» dit Ron d'une voix consternée en se penchant pour ramasser Croutard, son rat. « Parmi tous les arbres du parc, on a choisi de s'écraser contre celui qui rend les coups !» Il jeta un regard au vieil arbre qui continuait d'agiter ses branches d'un air menaçant. « Viens !» dit Harry de ton las. « On ferait mieux de rentrer à l'école. » Ce n'était pas du tout l'arrivée triomphale qu'ils avaient imaginée. Meurtris et tremblants de froid, ils saisirent la poignée de leurs valises qui traînèrent derrière eux sur la vaste pelouse qui montait en pente douce vers l'imposante portail en chêne du château. Le banquet a dû commencer, dit Ron en laissant tomber sa valise au pied des marches qui menaient à l'entrée. Il s'approcha silencieusement d'une fenêtre éclairée et regarda à l'intérieur. « Et Harry, viens voir, ils en sont à la cérémonie de répartition, dit-il. » Harry le rejoignit et tous deux observèrent ce qui se passait dans la grande salle. D'innombrables chandelles flottaient dans les airs le long de 4 grandes tables autour desquelles les élèves étaient assis devant des assiettes et des gobelets d'or étincelants. Au-dessus, un plafond magique reconstituait le ciel illuminé d'étoiles. Dans la forêt de chapeaux pointus qui remplissait la salle, Harry distingua une longue rangée d'élèves de première année qui attendaient et le visage anxieux. Ginny se trouvait parmi eux, facilement repérable grâce à ses cheveux roux vifs typiques de la famille Weasley. Le professeur McGonagall, une sorcière à lunettes et à chignon, ont posé le célèbre chapeau magique de Poudlard sur un tabouret. Chaque année, le vieux chapeau malpropre et filoché, rapiécé, répartissait les nouveaux arrivants à Poudlard dans les 4 différentes maisons qui regroupaient les élèves de l'école selon leur caractère et leur aptitude. Les Gryffondors, les Poufsouffles, les Serpentards et les Serres d'Aigle. Harry se rappelait très bien le moment où il avait lui-même coiffé ce chapeau, 1 an auparavant. Précipié, il avait attendu sa décision qu'il lui avait murmuré à l'oreille. Pendant quelques instants terrifiants, il avait craint que le chapeau ne l'envoie chez les Serpentards, la maison d'où étaient sortis nombre de sorcières et adeptes de la magie noire. Mais finalement, son choix s'était porté sur les Gryffondors, où il avait retrouvé Ron, Hermione et les autres Weasley. Au dernier trimestre, Harry et Ron avaient aidé Gryffondor à remporter la Coupe des 4 maisons, battant ainsi les Serpentards pour la première fois depuis 7 ans. Un garçon de petite taille aux cheveux clairs venait d'être appelé, et pour mettre le chapeau sur sa tête. Harry aperçut le professeur Dumbledore, le directeur de l'école, qui assistait à la cérémonie, assis à la table des professeurs. Sa longue barbe argentée et ses lunettes en demi-lune luisaient à la lumière des chandelles. Assis un peu plus loin, Harry reconnut Guido Lockhart, vêtu d'une robe de sorcier bleu-vert. Au bout de la table, Hagrid, immense et hirsute, vidait le contenu de son gobelet.
Dis donc, murmura Harry à l'oreille de Ron. Il y a une chaise vide à la table des profs. Où est Rogue? Severus Rogue était le professeur que Harry aimait le moins, et lui-même était l'élève que Rogue détestait le plus. Cruel, sarcastique et honni par tout le monde, sauf par les élèves de sa propre maison, les Serpentards, Rogue était le professeur des potions magiques. Il est peut-être malade, dit Ron, plein d'espoir. Ou peut-être qu'il a fini par démissionner, suggéra Harry, parce qu'on ne lui a toujours pas confié le cours de défense contre les forces du mal. Il a peut-être été renvoyé, s'exclama Ron avec enthousiasme. Tout le monde le déteste. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train, dit derrière eux une voix glacée. Harry fit volte-face. Severus Rose, sa longue robe noire de sorcier agitée par la brise, se tenait devant lui. Il était mince, avec un teint jaunâtre, un nez crochu et des cheveux graisseux qui lui tombaient sur les épaules. Le sourire qu'il abordait à cet instant signifie clairement que Ron et Harry allaient avoir de sérieux ennuis. Suivez-moi, dit Rogue. Sans même oser échanger un regard, Ron et Harry montèrent les marches derrière Rogue et le suivirent dans le vaste hall d'entrée éclairé par les torches. Une délicieuse odeur de cuisine leur parvenait de la grande salle, mais Rogue les emmenait dans la direction opposée et leur fit descendre l'escalier qui menait au sous-sol du château. Entrez là, ordonna-t-il en ouvrant une porte au milieu de l'étroit couloir. S'embrant de tous leurs membres, ils pénétrèrent dans le bureau de Rogue. Les murs sombres étaient recouverts d'étagères remplies de gros bocaux en verre dans lesquels flottaient toutes sortes de choses répugnantes dont Harry ne voulait même pas connaître le nom. La cheminée était noire et vide. Après avoir refermé la porte, Rogue se tourna vers eux. Alors, dit-il sans lever la voix, le train n'est pas assez bien pour le célèbre Harry Potter et son fidèle Weasley. On préférait une arrivée qui fasse du bruit, n'est-ce pas? Non, monsieur. C'est la barrière de Crinkos. Silence, coupa Rogue. Qu'avez-vous fait de la voiture? Ron avala de travers. Ce n'est pas la première fois que Rogue leur donnait l'impression de savoir lire dans les pensées. Mais un instant plus tard, le professeur déroula devant leurs yeux le dernier numéro du sorcier du soir. On vous a vu, s'effa-t-il, en leur montrant le titre qui s'allait à la une. Une Fanglia volante inquiète les moldus. Il commença à lire l'article à voix haute. Deux moldus londoniens affirment avoir vu une vieille voiture voler au-dessus de la poste centrale. À midi, dans le comté du Norfolk, Madame Etty Baylis qui suspendait sa lessive dans son jardin. Monsieur Angouffet de Pins a déclaré à la police. En tout, 6 ou 7 moldus ont vu la voiture, résuma Rogue. Je crois que votre père travaille au service des détournements de l'artisanat moldu, c'est bien cela? Ajouta-t-il en adressant à Ron un sourire plus féroce que jamais. Mon Dieu, son propre fils! Harry avait l'impression d'avoir reçu au creux de l'estomac un coup de branche de l'arbre fou. Si jamais quelqu'un découvrait que c'était Monsieur Weasley qui avait ensorcelé la voiture, il n'avait pas pensé à ça. Au cours de mes recherches dans le parc, j'ai constaté qu'un seul cogneur, d'une valeur inestimable, avait subi des dommages considérables, poursuivit Ron. C'est à nous que cette arme a fait subir des dommages considérables, protesta Ron. Silence, coupa Rogue. Malheureusement, vous n'appartenez pas à la maison des Serpentards, et il ne m'appartient pas à décider de votre exclusion. Mais je vais aller chercher les personnes qui disposent de cet heureux pouvoir. Attendez-moi ici. Le teint livide, Harry et Ron échangèrent un regard. Harry n'avait plus faim du tout. Il était même pris de nausées. Il essaya de ne pas regarder une grosse chouette chose gluante qui flottait dans un liquide verdâtre sur une étagère située derrière le bureau. Si Rogue était allé chercher le professeur McGonagall, la directrice de la maison des Gryffondor, les choses n'allaient pas s'arranger pour eux. Elle se montrait peut-être moins injuste que Rogue, mais elle était quand même très sévère. 10 minutes plus tard, Rogue était de retour, et comme il fallait s'y attendre, le professeur McGonagall l'accompagnait. Harry avait déjà eu l'occasion de la voir en colère à plusieurs reprises, mais jamais à ce point-là. Dès qu'elle fut entrée dans le bureau, elle brandit sa baguette magique. Harry et Ron se recroquevillèrent, mais elle se contenta de la pointer sur la cheminée où un feu ronflant apparut soudain. « Assis !» ordonna-t-elle. Tous deux prirent place sur leur chaise autour du feu. « Explication !» ajouta-t-elle, les lunettes étincelantes de menace. Ron se lança dans le récit de leur aventure, en commençant par la barrière de Crinkles qui avait refusé de le laisser passer. « Nous n'avons pas le choix, professeur. Il était impossible de monter dans le train. »
Pourquoi vous nous avez pas envoyé une lettre par Hibou Express? Vous avez bien un hibou ou une chouette sur la main, j'imagine, demanda sèchement le professeur McGonagall à Harry. Harry la regarda à bouche bée, maintenant qu'elle le disait. Il lui semblait que c'était la chose la plus évidente à faire. Je, je n'ai pas pensé. C'est ce que je vois, répliqua le professeur McGonagall. Quelqu'un frappa à la porte du bureau, du bureau. Rogue, qui n'avait jamais paru aussi heureux, à la ouvrir. C'était le professeur Dumbledore, le directeur de l'école. Harry sentit tout son corps s'engourdir. Dumbledore avait un air solennel qui ne lui était pas coutumier. Il baissa les yeux vers eux et Harry regretta soudain de n'être pas resté auprès du seul cogneur à recevoir des coups. Il y eut un long silence. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez fait ça dit alors Dumbledore. Il aurait mieux valu qu'il se mette à hurler. Harry était consterné d'entendre la nuance de déception qu'il avait dans sa voix. Il était incapable de regarder Dumbledore dans les yeux, et il lui répondait en contemplant ses genoux, et il lui avoua tout, sauf que M. Weasley était le propriétaire de la voiture ensorcelée. Alors croire, on aurait dit qu'il avait trouvé par hasard une voiture volante garée à proximité de la gare. Harry savait que Dumbledore ne serait pas dupe, mais il se posa aucune question concernant la voiture. Lorsque Harry eut terminé son récit, Dumbledore se contenta de le regarder à travers ses lunettes sans dire un mot. « On va aller chercher nos affaires, » dit Ron de ton désespéré. « De quoi parlez-vous, monsieur Weasley » aboya le prochain McGonagall. « Vous allez nous renvoyer, non » dit Ron. Harry jeta un bref coup d'œil à Dumbledore. « Pas aujourd'hui, monsieur Weasley, dit Dumbledore. Mais je dois insister sur la gravité de ce que vous avez fait. Ce soir, j'écrirai à vos familles. Je dois aussi vous avertir que la prochaine sortie de ce genre, je n'aurai d'autre choix que de vous renvoyer de l'école. » Rogue n'aurait pas semblé aussi déçu si on l'avait privé de Noël. « Professeur Dumbledore, dit-il, en s'éclaircissant la gorge, ces jeunes gens n'ont tenu aucun compte du décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle. Ils ont également infligé des dommages considérables à un arbre de grande valeur. Il ne fait aucun doute que des actes de cette nature. Il appartient au professeur McGonagall de décider de la punition que méritent ses deux élèves, Séverus, répliqua Dumbledore d'une voix paisible. Ils font partie de sa maison et sont donc placés sous sa responsabilité. Il se tourna vers le professeur McGonagall. Je dois reprendre place au banquet, Minerva. J'ai quelques instructions à donner. Venez, Séverus. Il y a une délicieuse tarte à la crème à laquelle j'aimerais bien goûter. Rogue lança à Harry et à Ron un regard venimeux, puis il sortit du bureau et en les laissant seuls avec le professeur McGonagall, qui les observait toujours avec des yeux d'aigle furieux. Vous ferez bien d'aller à l'infirmerie, Weasley, dit-elle. Vous saignez. Pas beaucoup, répondit Ron en essuyant d'un revers de manche la coupure qu'il avait au-dessus de l'œil. Professeur, j'aimerais bien voir dans quelle maison ma sœur va être envoyée. La cérémonie de la répartition est terminée, répliqua le professeur McGonagall. Votre sœur est également à Gryffondor. Ah, très bien, s'exclama Ron. Et en parlant de Gryffondor, reprit le professeur McGonagall. Mais Harry l'interrompit. Professeur, dit-il, comme nous avons emprunté la voiture, le trimestre n'avait pas encore commencé. Donc nous ne devions pas avoir de points de pénalité, n'est-ce pas? Le professeur McGonagall lui lança un regard perçant, mais il aurait juré qu'elle avait presque souri. Je n'enlèverai pas de points à Gryffondor, dit-elle, au grand soulagement de Harry. Mais vous aurez chacun une retenue. C'était beaucoup moins grave que ce que Harry avait redouté. Quant à la lettre que Dumbledore écrirait aux Dursley, et ce n'était rien. Il savait parfaitement que leur seul regret serait que le sol clonieur ne l'ait pas réduit en bouillie. Le professeur McGonagall leva à nouveau sa baguette magique et la pointa vers le bureau de Rogue. Aussitôt, un grand plat rempli de sandwich apparut, ainsi que 2 gobelets d'argent et un pichet de jus de citron glacé. Vous allez dîner ici, et ensuite vous filez directement dans votre dortoir, dit-elle. Je dois retourner au banquet. Lorsque la porte se fut refermée sur elle, Ron laissa échapper un long sifflement. J'ai bien cru qu'on était fichus, dit-il, et en attrapant un sandwich. Moi aussi, dit Harry, et qui en prit un à son tour. Mais quand même, on n'a pas de chance, fit remarquer Ron, la bouche pleine. Les gens ont dû voler une bonne demi-douzaine de fois avec cette voiture, et aucun moldu ne les a jamais vus. Je me demande vraiment pourquoi on n'a pas réussi à franchir la barrière. Harry
haussa les épaules. En tout cas, on a intérêt à faire attention à partir de maintenant, dit-il. J'aurais bien aimé participer au banquet. Elle ne voulait pas qu'on aille se pavaner devant les autres. Arrivé en voiture volante, on aurait eu notre petit succès. Lorsqu'ils eurent mangé autant de sandwichs qu'ils purent en avaler, les sandwichs se renouvelaient à mesure qu'ils les mangeaient. Ils quittèrent le bureau de Rogue et se dirigèrent vers la tour de Gryffondor. Le château était silencieux. Apparemment, le banquet était terminé. Tout au long du chemin, des portraits chuchotèrent des commentaires sur leur passage. Les armures se mirent à grincer. Ils montèrent un étroit escalier de pierre et se retournèrent devant le tableau derrière lequel était caché l'accès à la salle commune et au dortoir de Gryffondor. La toile représentait une très grosse femme vêtue d'une robe de soie rose. Mot de passe, demanda le portrait en les voyant approcher. Balbutia Harry. Ils ne connaissaient pas encore le mot de passe de ce début d'année, mais ils entendirent derrière eux des petits pas pressés et virent arriver Hermione Granger qui se précipita vers eux. Ah, vous voilà! Ah, vous, s'exclama-t-elle. Où étiez-vous passé? On dit des choses ridicules à votre sujet. Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident dans une voiture volante. On n'a pas été renvoyé, répondit Harry. Mais vous n'êtes quand même pas venu ici en volant, demanda Hermione de ton presque aussi sévère que celui du professeur McGonagall. Laisse tomber les leçons de morale, répliqua Ron avec impatience, et donne-nous le mot de passe. C'est Antochère, dit précisément Hermione. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous parler. Elle fut interrompue par le portrait de la grosse dame qui pivota pour libérer le passage, d'où s'éleva soudain un tonnerre d'applaudissements. Apparemment, personne ne dormait chez les Gryffondor. Tous les élèves rassemblés dans la grande salle circulaient et attendaient leur arrivée. Certains se tenaient debout sur les tables bancales et les fauteuils défoncés. Des bras se tendirent pour harper Harry et Ron à l'intérieur, tandis qu'Hermione les suivit tant bien que mal. « Bravo !» s'exclama Lady Jordan. « Belle imagination ! Quelle arrivée s'écraser en voiture volante contre le sol cognard, et on en parlera longtemps à Poudlard. » « Mes félicitations !» dit un élève de 5e année à qui Harry n'avait encore jamais eu l'occasion de parler. Quelqu'un lui donna une tape amicale sur l'épaule, comme s'il venait de remporter un marathon. Fred et George se frayèrent un chemin dans la foule. « Vous aurez pu nous appeler pour qu'on vienne avec vous, dirent-ils. Ron, le teint écarlate, souriait d'un air gêné. Mais Harry vit qu'il y avait au moins une personne qui n'avait pas l'air de partager la regret générale. C'était Percy. Dépassant de la tête et des épaules des élèves de première année, il essayait de s'avancer vers eux, pour exprimer la désapprobation qui convenait à son rôle de préfet. Harry donna alors un coup de coude à Ron en lui montrant son frère dans un signe de tête. Ron comprit aussitôt. « Il vaudrait mieux qu'on monte se coucher, dit-il. On est un peu fatigué. » Tous deux fendirent la foule des élèves en direction de l'escalier qui menait au dortoir, de l'autre côté de la salle. « Bonne nuit, pensa Harry à Hermione, qui avait un air aussi réprobateur que Percy. Il parvint à traverser la salle commune en recevant de toutes parts d'amicales tapes dans le dos et atteignit enfin l'escalier où régnait une atmosphère plus calme. Ils se dépêchèrent de monter les marches et poussèrent la porte de leur ancien dortoir sur laquelle il était écrit à présent. Deuxième année. Ils pénétrèrent dans la grande pièce circulaire qu'ils connaissaient bien, avec ses lits à baldaquin, un tendu de velours rouge et ses hautes fenêtres étroites. Leurs valises avaient été apportées et les attendaient au pied de leur lit. Ron se tourna vers Harry avec un sourire un peu coupable. « Je sais bien qu'on ne devrait pas être très fiers de nous, mais... » La porte du docteur s'ouvrit alors à la volée et livra passage à leurs camarades de classe, Hermione Finnegan, Dean Thomas et Neville Londubat. « Incroyable !» s'exclama Seamus, le visage rayonnant. « Vraiment cool !» affira dit. « Étonnant !» dit Neville, éperdu d'admiration. Et Harry ne put s'empêcher de sourire à son tour.